Bonjour tout le monde. Donc, merci de prendre votre temps ce midi pour qu'on puisse discuter et parler de violence conjugale. Donc, je me présente, Marie-Ève Thibault, conseillère en ressources humaines pour le service du développement humain et organisationnel. Bonjour, alors je me présente, Marie Stécier, coordonnatrice au service aux étudiants, responsable de la prévention des violences à caractère sexuel. Donc, face au changement de la loi sur la santé et sécurité au travail, les employeurs ont maintenant l'obligation de prendre en compte cette problématique qui est la violence conjugale. Donc, l'UQTR a décidé de vous sensibiliser et de vous informer à cette problématique par le biais de l'activité qu'on fait aujourd'hui. Le but étant qu'on puisse tous évoluer sur un campus le plus sécuritaire, bienveillant possible. Donc, le d'aujourd'hui, Face aux monstres, vous est présenté dans le cadre des 16 jours d'activisme. Donc, évidemment, pour les violences fondées sur le sexe. Alors, l'activité est une collaboration entre le service du développement humain et organisationnel, le service aux étudiants, ainsi qu'avec la contribution très spéciale de notre secteur de la prévention et de la protection. Allô! Merci d'être là. Donc, pendant ces 16 jours d'activisme, on vous invite à apporter fièrement votre macaron que vous avez assurément reçu à l'entrée et aussi de visiter la bibliothèque. Il y a des œuvres littéraires sur le thème. Alors, sans plus tarder, on va céder la parole à nos deux intervenantes du phare qui animeront la prochaine heure et quart avec vous. Je vais les laisser se présenter elles-mêmes, mais tout d'abord, peut-être juste vous mentionner qu'on nous présenteront pas l'intégralité du documentaire. Il est segmenté, ce qui va permettre d'avoir une meilleure interaction. Ça va être plus dynamique. Vous savez que c'est un sujet quand même délicat. Si jamais ça fait remonter des émotions, sentez-vous à l'aise, vous pouvez quitter et revenir sans problème, mais sachez que les intervenantes seront disponibles à la fin si vous voulez échanger, si jamais vous souhaitez avoir une discussion plus approfondie ou personnelle. Donc, merci beaucoup et bon visionnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, c'est une première pour nous d'avoir la chance de faire une conférence de cette formule-là. En fait, habituellement, c'est nos conférences à nous, mais là, d'avoir l'interaction avec le documentaire Face aux monstres, on trouvait ça vraiment intéressant de pouvoir aller un peu plus loin dans le documentaire et pouvoir échanger aussi avec vous. Je pense que je suis direct au but, alors je vais recommencer au début. Mon nom est Éline Bourgeois. Je suis directrice adjointe au développement pour la Maison Le Phare et je suis bien heureuse de vous présenter ma chère collègue Anne Carbonneau, qui est agente de développement pour le projet Sous Tension, Sous Tension aujourd'hui, en fait. C'est aujourd'hui, on est déjà le 30 novembre. C'est une subvention qu'on a eue sur 3 ans avec le secrétariat à la condition féminine. On a eu 3 ans pour étudier qu'est-ce qui fait en sorte que les gens n'osent pas porter main forte aux femmes qui sont victimes quand ils en sont témoins. Qu'est-ce qui nous déstabilise autant quand on a une confidence d'une femme. Donc, on est allé étudier ça pendant 1 an, des groupes de discussion avec un peu tous les genres, en fait, autant les jeunes, les personnes plus âgées, des gens au travail, des gens qui ont déjà vécu, des papas, des hommes au travail, des femmes aussi d'action qui sont toujours avec des femmes qui sont victimes. Donc, on est allé vraiment voir l'ensemble de la population pour voir tout ça. Ensuite, il y a eu une compilation des informations que Anne a eu la chance de compiler et de faire un merveilleux balado qu'on va vous parler un petit peu plus loin. Et l'escouade citoyenne, c'est ça, là, je n'osais pas trop parce que quand je commence, moi, on pèse sur play puis je peux vous entertainer pendant 24 heures. Donc là, je le regardais pour voir, j'ai-tu dit quelque chose de trop, moi, là? On va commencer. Donc, Anne Carbonneau. Comme elle vous a dit, je suis agente de développement et de mise en œuvre du projet Sous Tension. Je suis aussi une thérapeute en relation d'aide complémentaire et je suis une ex-victime de violences conjugales. Merci, Anne. Donc, on va y aller sans plus tarder. On va vous présenter les extraits du monde. Avant aussi, je voulais faire une petite mise au point parce qu'il y a des gens qui se posent la question. On parle de 16 jours, on parle de 12 jours. C'est pourquoi il y a une différence. C'est que les 16 jours, c'est vraiment avec l'ONU, c'est à l'international. Au Québec seulement, ça se termine à 12 jours parce qu'on a voulu faire la clôture avec la commémoration de l'incident qui est arrivé à Polytechnique, qui a été le plus grand féminicide au Québec.
Puis c'était vraiment, ces femmes-là ont été tuées seulement parce que c'était des femmes, il n'y avait pas d'autre raison à ça. Donc c'est pour ça qu'au Québec, ça se termine avec la commémoration des victimes de Polytechnique. Alors sans plus tarder, on va vous présenter le monstre. Quelqu'un qui se sert de l'amour de sa victime pour assouvir ses besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Un monstre s'autorise à user de violences physiques, verbales, psychologiques, financières et sexuelles pour détruire sa victime. Alors, on va d'abord commencer par définir c'est quoi la violence conjugale. Si on veut parler du sujet, il faut qu'on sache vraiment qu'est-ce que c'est. Alors, la violence conjugale, c'est quand une personne agit sur une autre pour lui faire ce qu'elle veut, la contrôler, la dominer. C'est vraiment une relation de contrôle, la violence conjugale. On va utiliser aussi violence amoureuse parce que ça se retrouve dans tous les types de relations amoureuses, peu importe la durée, peu importe la forme que ça prend. Ce n'est pas nécessairement un couple conventionnel. Ça peut être plein de partenaires, plein de types de partenaires homosexuels aussi, bisexuels, toutes les LGBTQ, tout le monde peut vivre de la violence entre partenaires intimes. Et il ne faut pas oublier, c'est pas une perte de contrôle, c'est vraiment une prise de contrôle sur l'autre personne. Et c'est un phénomène qui affecte plus les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Alors, ça nous concerne tous. Comme je vous dis, ça n'a pas de limite, de frontières, donc ça nous concerne tous de faire des actions pour prévenir ça. Je vais retourner comme ça. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y en a qui connaissent des types de violences? Personne? Impossible. C'était la violence physique. La violence physique, oui, c'est la plus connue. Psychologique. Oui, sexuelle et financière. Financière, qui est une violence qui est un peu moins connue, on va aller la voir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres idées? Violence sociale, qui est de l'isolement. On va aller voir. Alors, la psychologique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être quelqu'un qui subit de l'intimidation, de l'humiliation, de la dévalorisation. Il peut avoir un chantage affectif qui est fait aussi. La violence spirituelle, qui est moins connue. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement religieux, mais c'est quelqu'un qui va se moquer de vos croyances, quelles qu'elles soient, de votre culture, qui va vous ridiculiser par rapport à ça ou qui va vous obliger à adhérer à sa propre vision des choses spirituellement ou culturellement. Ça fait partie des violences psychologiques. Physique, celle que les gens connaissent le plus, mais qui est de moins en moins vue. Le visage type de la femme victime de violence, c'est plus la femme avec un bleu. Les agresseurs sont devenus un peu plus sournois, je vais dire. Ils ne vont pas laisser de traces visibles. Ça va être sous les vêtements la plupart du temps quand c'est physique. Et physique, ça va aussi, on dit la violence physique par proxy. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est de la violence physique indirecte. Ça veut dire si le gars, je veux dire un garçon, je m'excuse parce qu'on sait que c'est 75% sont des femmes victimes, mais on va dire l'agresseur, en général, pour ne pas confondre personne. L'agresseur peut faire des trous dans les murs, casser les objets précieux de la personne, s'en prendre à l'animal de la famille. Donc, c'est une violence physique indirecte parce qu'elle sait que quand il a fait un trou dans le mur, c'est parce que ça avait rapport à une interaction entre les deux personnes et elle sait que ça peut lui arriver qu'à la place du mur, ce soit elle. Donc, ça, c'est de la violence physique par proxy. Sexuelle, mais c'est harceler la personne, l'exploiter. Le viol conjugal, c'est fini. L'époque où on disait que c'est un devoir conjugal, donc la femme est obligée. Maintenant, c'est plus comme ça. Donc, il faut qu'il y ait consentement, même si c'est un couple, peu importe la forme du couple, il y a toujours consentement. On peut aussi parler de privation. À ce moment-là, on ne parlera pas, oui, c'est normal que parfois on dise non, on n'est pas obligé de toujours avoir envie, mais si la privation a un but, que la femme doit se soumettre à telle ou telle consigne que l'agresseur souhaite et que c'est la raison pour laquelle il n'y a aucune relation sexuelle, elle peut être considérée comme une violence sexuelle aussi. La violence économique, on va souvent penser une femme qui n'a pas d'argent, que ça va être le conjoint qui va contrôler toutes les dépenses,
qu'elle va devoir demander chaque fois qu'elle veut dépenser de l'argent pour elle-même ou pour les enfants ou pour l'épicerie, toujours contrôlé. Mais il y a de l'autre côté de la médaille aussi, où l'agresseur peut décider qu'il vit au crochet de sa victime, qui remplit les cartes de crédit, qui fait des emprunts, des dettes, qui va dépenser sans réfléchir à ce qui va rester pour le reste de la famille. C'est un autre type de violence économique aussi qui est complètement dans l'autre côté. Violence verbale, c'est quand quelqu'un crie, menace, injurie quelqu'un. Isolé, ça veut dire qu'il peut contrôler ses sorties, contrôler les gens qu'elle peut voir ou ne pas voir. Dire tel ami, je trouve que cette personne-là a une mauvaise influence sur toi, je préférerais que tu ne la vois pas. Ou dire tu peux sortir, je te laisse la voiture. Ah, puis j'ai oublié de laisser les clés avec l'auto. Fait qu'elle est prise là. Ou laisse la voiture qui n'a pas de siège d'auto. Donc, ça semble juste comme ça un oubli, mais c'est vraiment pour contrôler les sorties que la femme va faire. En allant, si on retourne en spirituel, si la coupe de ses groupes qu'elle fréquente dans le point de vue spirituel, mais là, il la coupe des gens qui pourraient la soutenir aussi. Ça peut être de la séquestration pour empêcher la femme de sortir. La violence numérique qui est de plus en plus présente, la géolocalisation, les textos à répétition, les téléphones à répétition, le harcèlement via les réseaux sociaux, Messenger et autres. Il peut y avoir aussi, quand on parle de géolocalisation, pas seulement sur les appareils électroniques, il peut y avoir des on va dire mouchards, qui peuvent être installés sur la voiture, des programmes installés sur l'ordinateur ou le téléphone à l'insu de la victime pour vraiment la traquer de toutes les façons numériques. Et on entend souvent la femme, elle a qu'à partir, puis ça va finir. Et non. Il y a aussi de la violence post-séparation. Alors, après la séparation, si vous voyez, si vous regardez les nouvelles, vous allez voir que les femmes qui sont victimes de tentatives de meurtre ou de meurtre, c'est au moment où elles vont quitter. Donc, c'est là que la femme est le plus à risque, donc elle doit être prudente dans la façon dont elle va quitter la relation. L'agresseur peut aussi faire traîner les procédures judiciaires pour que la femme soit épuisée psychologiquement, physiquement et financièrement, pour qu'à un moment donné, elle abandonne parce qu'elle n'a plus d'argent pour continuer là-dedans. Il va y avoir de l'aliénation parentale qui peut être faite aussi après la séparation, de monter les enfants un des deux conjoints. Puis les enfants, à ce moment-là, se retrouvent mal pris là-dedans parce que pour eux, qu'un ou l'autre des parents soit un mauvais conjoint ou conjoint, un mauvais partenaire, ils sont quand même, c'est leurs parents, donc ils les aiment quand même d'une certaine façon, même si ils peuvent avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Donc pour eux, c'est un grand conflit. Je me positionne où là-dedans? Bonjour Manon. Plaisir de vous recevoir. C'est pas chez vous, là, ici? Ben non. On se retrouve dans une maison d'hébergement. Oui, on a eu l'agréable possibilité de venir dans une maison d'hébergement. Dans quel état est-ce que les femmes arrivent en maison d'hébergement? Mais elles arrivent dans un état où est-ce qu'elles sont en stress post-traumatique, elles sont en état de choc. Il faut bien comprendre que la violence conjugale, ce n'est pas un conflit de couple. C'est vraiment une situation où graduellement, le conjoint va étendre son emprise et le contrôle est de plus en plus total. Il y a des femmes qui sont victimes de violences psychologiques, verbales, économiques toute leur vie, mais le conjoint n'a jamais eu besoin d'utiliser la force physique parce que juste avec son contrôle-là, elles sont totalement soumises. Et puis le travail des intervenants, bien sûr, c'est de les soutenir, puis de les préparer aussi à quitter de façon sécuritaire. Alors, il y a celles qui arrivent parce que il y a eu un appel à la police, puis elles doivent quitter pour leur sécurité, mais il y a celles aussi qui se préparent avant de quitter. Donc, les différences entre la chicane de couple et la violence conjugale a longtemps et demeure malgré tout encore très confondant, surtout au niveau des autorités policières. Donc, souvent, quand ils vont accueillir une plainte au niveau de la femme ou qu'ils vont rentrer dans une situation où il y a une plainte externe, puis ils vont aller, chez le couple, ça va être difficile de déterminer si c'est une chicane de couple ou la violence conjugale. Grâce à toutes les choses qu'on va vous parler tantôt qui ont lieu, ben, heureusement, les femmes sont mieux soutenues, mais là où on va pouvoir savoir si on vit une chicane de couple versus
de la violence conjugale, d'abord et avant tout, c'est est-ce qu'on est en confiance quand on se dispute, quand on échange est-ce qu'on est en confiance de dire notre point de vue? Est-ce que, ou au contraire, je me sens, j'oserais pas le dire, je vais marcher sur des œufs parce que si je nomme quelque chose, je sais que je vais avoir un contre-coup par la suite. Donc, lorsqu'on est en chicane de couple, on se fait confiance, on est capable de débattre des points. Il y a même des fois le petit ego qui va jouer où on va vouloir avoir raison, puis on va vouloir débattre, puis aller plus loin. Il y a comme une forme de jeu à l'intérieur de ça. Par contre, quand on parle de chicane de couple, le jeu n'est pas là du tout. C'est sens unique. De violence, je m'excuse, j'ai redit chicane de couple. De violence conjugale, on est vraiment à sens unique là, à ce moment-là. C'est celui qui a le pouvoir qui y va. Donc, quand on parlait de contrôle tantôt, c'est vraiment là. On prend le contrôle de la situation. Il y a quelque chose que je voulais... on va pouvoir faire aussi, quand on est dans une chicane de couple, on va faire des concessions. On est en train de faire des réparations, on est ensemble, là, on discute. « Ah, moi, je voudrais que la salle de bain soit grise. Ah non, mon amour, je voudrais qu'elle soit noire. Je vais rester noire avec un miroir. Ah non, 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 non. Ah, ben attends un peu. Là, dans le salon, tantôt, on a discuté de telle affaire. Bien là, si on achète le meuble, là, ça ne me dérange pas, je vais te laisser ton mur noir. » Il va y avoir des concessions qui vont se faire. Mais dans la violence conjugale, il n'y a aucune concession. Là où on va aussi savoir que c'est de la violence conjugale, c'est un effet de répétition. Ça va revenir à... C'est ça. Ah, on est déjà rendu au cycle de la violence. Alors, le cycle de la violence, beaucoup, si vous allez faire des recherches sur la violence, le cycle de la violence, je m'excuse, les gens vont dire que ça commence par le climat de tension ou la tension. Nous, on a été joué un petit peu... à l'envers de tout ça, on préfère dire que ça commence avec la lune de miel. La lune de miel où on est passionné avec la personne, c'est une première rencontre, on se découvre, on s'aime, on veut être tout le temps ensemble, c'est agréable, il y a des échanges, on s'apprécie. Après ça, là, la climat de tension s'en vient. Là, on va discuter un peu plus, là, on va sentir quelque chose. On n'est pas capable nécessairement de déceler, mais on va sentir là, que le refus de communiquer va embarquer, les signes de jalousie aussi vont commencer. Après ça, tranquillement, tranquillement ou des fois trop rapidement, l'explosion de la colère va arriver. Parce que quand on est dans le climat de tension, on parle un peu plus de violence verbale, de violence psychologique. Ça peut moins paraître, c'est ratoureux un peu ça. Donc la femme est confuse ou la personne victime est confuse. Par contre, rendu à l'explosion de violence, là, on va voir quelque chose de plus drastique. Ça va être plus intense. Puis là, on le sait, là, on est là-dedans. L'humiliation, les coups, on parle même d'aller jusqu'à la strangulation, les agressions sexuelles. Donc, c'est vraiment plus intense. Là, on s'en va dans la justification. Ah, mon amour, j'ai pas fait d'exprès, là. Tu le sais, je travaille fort, puis... j'étais débordée, j'étais confus, donc je m'excuse. Hey, je vais te faire ton souper préféré, ma chérie. Puis on oublie ça, hein? On oublie ça. Ouais, l'agresseur va oublier ça, mais la femme ou la personne victime, elle l'oubliera pas nécessairement, mais elle va faire comme ah, il a raison. Puis là, on va retourner dans le lune de miel, justement. Puis des fois, dans la justification, bien, si tu avais été là, à l'heure, là, j'aurais pas crié après, là. Franchement, tu sais. Mais là, il y a encore comme un soupçon de c'est la faute de la victime encore. Fait que ça dépend aussi de où on est rendu dans tout ça, du type de relation qu'il y a. Puis après ça, on va continuer. La roue va revenir. La roue peut revenir dans des relations une fois ou 6 mois. Des fois, ça va être une fois, après ça, 5 ans. Oups! La grossesse. Le bébé arrive. Et souvent, c'est là que va se déclencher de plus en plus répétitif le cycle de la violence. Mais par contre, il y a certaines femmes qui, elles, vont vivre ça régulièrement dans une journée, tellement régulièrement qu'on n'ira plus dans la justification, puis on n'aura plus la lune de miel, qu'il y a certaines qui vont sauter. Donc, c'est souvent là où, quand on n'a plus l'espoir qui revient à la lune de miel, que la femme va faire des actions pour sortir. Donc, quand on va parler de devenir un acteur, un allié, bien c'est là qu'il faut venir jouer. Quand on est au niveau de l'explosion ou que là, la femme est vraiment dans son là, je suis plus capable de vivre ça, mais si on est dans la lune de miel, elle ne vous écoutera pas. Donc, c'est là qu'il faut faire aussi attention en tant qu'allié.
Je pense que ça quand c'est lui. C'est juste mon ex, il peut pas partir, là. Comment ça faire? Un temps, on envoyé une patrouille, qu'est-ce qui se passe? Puis avec mon conjoint, ça se passe pas bien. OK, puis est-ce qu'il est atteint? C'est drôle. Et puis, je ne pas bien avec vous, je suis capable qu'à faire de sa tête, là. Le SPVM reçoit en moyenne 18 appels par jour, soit 6 500 appels par année pour de la violence amoureuse. 55% des victimes n'ont aucune blessure corporelle. On associe souvent la violence amoureuse au cou, aux marques, au bleu. Mais la violence psychologique, elle prend son temps. Et elle laisse souvent des traces pour la vie. Elle, ça sonne comme elle. C'est le niveau de respect que son conjoint lui donnait de toute façon. La traitant de nullité, de bonne à rien, quotidiennement. Je suis avec toi. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On fait bouger les choses. Il y a des milliers de femmes qui vont se reconnaître. OK? Elle est un autre visage anonyme de la violence amoureuse. Dans les filets de son monstre pendant 14 ans, l'isolement, une des premières étapes du cycle de la violence, s'est propagé sur ses enfants. Je suis sûre que, en y repensant maintenant, je vois les petits quoi que j'aurais dû voir à ce moment-là, mais... Comme quoi, par exemple? Quand il a commencé à plus vouloir aller dans ma famille, puis petit à petit, il me disait que de toute façon, j'aimais pas ma famille, que je n'avais pas à être avec eux. Mais tout ça, il le disait pas comme ça, il le disait par petites insinuations, par petites bribes. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre pour te diminuer comme ça, pour te contrôler? Il m'avait dit, tu peux pas faire d'études longues. Tu peux pas faire d'études longues, tout simplement parce que tu n'en as pas la capacité intellectuelle. Toi, mais c'est correct. C'est juste que tu n'as pas l'intelligence de faire des études universitaires. Mais c'est parce que tu as l'extrême intelligence nécessaire, l'intelligence domestique qui viendra me compléter moi et mon intelligence intellectuelle universitaire. Donc pour lui, on se complétait. C'est devenu la servante. À quelque part. J'étais devenue un fantôme dans la maison. Un fantôme qui devait tenir la maison, mais qui était quand même invisible. Dis-moi, à travers ces années-là, est-ce que tes enfants te respectaient? De moins en moins. Un enfant de 10 ans, il ne dit pas à sa mère, t'es comme toutes les femmes, tu conduis mal, t'es une femme. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un enfant de 10 ans. J'avais perdu toute autorité, j'avais tout perdu, je ne pouvais plus rien faire. Des fois, je l'ai laissé, puis j'avais à peine descendu les escaliers que là, j'entendais qui disait « Allez les enfants, on peut crier « Liberté !» Et je partais comme ça en entendant juste derrière moi les deux enfants qui criaient « Liberté !» Maman est partie. Et quand tu as décidé de partir avec tes deux enfants dessous des bras, tu as fait appel à un avocat? Oui, plusieurs. Plusieurs. Quand j'ai commencé à chercher les avocats, j'ai expliqué un peu ma situation. Puis là, les avocats, j'ai une avocate qui m'a dit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de... Il n'y a rien, là. Parce que tu n'avais pas de bleu. Parce que c'est de la violence psychologique. Ils disent, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de preuves. J'ai même pas un bleu pour me défendre. Tout est à l'intérieur. Tu culpabilises les autres. C'est jamais de ta faute. Tu me fais douter de qui je suis. Tu critiques. Tu me dévalorises. Tu me juges. Tu me fais mourir. Lentement, insidieusement, sournoisement. Ben, je suis content moi aussi de te rencontrer. Oui, ça me fait super plaisir. Tu peux prendre place. Ces mots qui détruisent comme des petits coups de scie sur l'arbre de l'estime de soi. Stéphane les a entendus quotidiennement pendant 4 ans.
commence à s'installer, cette violence-là, tranquillement, Vraiment insidieusement. tranquillement, parce que je me rappelle pas de la première fois. Tu sais. Je me rappelle des choses qui ont été dites, là. Des choses qu'elle m'a crié après, ou des, tu sais, t'as pas de talent, tu réussiras jamais. Quand la fille que t'aimes te dit ça, ça joue sur ta confiance, énormément. Elle était très bonne pour virer les choses contre moi. Ça fait en sorte qu'à chaque jour, je vivais une sorte de violence. À chaque jour, moi, j'avais peur parce que je ne savais jamais l'étincelle qui allait partir le feu. Et là, je me suis mis à avoir peur parce qu'elle me menaçait. Tu sais que des fois, c'est arrivé une fois, elle m'avait frappé, puis elle m'avait dit, je vais appeler la police et je vais dire que c'est toi qui m'as frappé. Elle t'a frappé? Oui. Puis t'as jamais pensé porter plainte pour ces coups-là? Non. C'est pas des coups qui ont fait mal, elle était haute comme 3 pommes. Tu sais, c'est pas ça qui me fait le plus mal. C'est les mots qui m'ont fait mal, puis ça, essaie de prouver ça. Je vais faire contre ça. C'est sa parole contre la mienne, de qu'est-ce qu'on s'est dit. Moi, je sais qu'est-ce qu'elle m'a dit, parce que ça a détruit ma confiance, mon point de vue avec les femmes, après ma carrière. Ça m'a démoli, là. Parce que la violence psychologique, elle est sournoise. Très, très sournoise. Même que quand on la vit, on s'en rend même pas compte. C'est des années plus tard que j'ai réalisé. Ça m'a pris une thérapie pour réaliser que c'est pas un coup de poing sur la gueule que je suis en train de guérir. C'est ce qu'elle me disait avec. Alors, comme pardon, vous avez pu voir dans les 2 extraits, c'est la même chose qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose qu'on vit comme type de violence. Je trouvais c'est important de montrer que c'était pas seulement la violence psychologique chez les femmes, où on voit très bien dans cet extrait-là. Je vais vous parler aussi de la répartition des victimes selon leur sexe. Donc, ça, la source, c'est du ministère de la Sécurité publique. Donc, en 2005 et 2021, on voit que ça se tient pas mal autour de 80 pour les femmes, 80%. Ça a tendance à diminuer un peu versus les hommes. Peut-être que les hommes dénoncent plus maintenant, qui sont moins... j'imagine que c'est encore très tabou pour un homme de le dire, parce que pour une femme, c'est difficile d'avouer qu'on est victime de violences conjugales. Ça nous démontre qu'il y a une progression là-dedans. D'autres statistiques que j'ai à vous nommer, selon l'Institut de la statistique du Québec aussi, c'est qu'on voit les pourcentages, on les a déjà vus, mais les victimes d'enlèvement sont à 100% des femmes, et les victimes de séquestration, c'est 97%, ce sont des femmes. On voit aussi la progression des féminicides qui sont reconnus comme étant des féminicides suite à la violence conjugale. Donc, en 2018, c'était au Québec 16 femmes, 2019, 13. Là, la pandémie est arrivée, 2020, 23. 2021, ça a été 24 femmes. En 2022, ça a alors descendu à 15. Donc, on voit vraiment que l'effet d'avoir été confiné avec l'agresseur a fait vraiment augmenter la tension dans les couples qui vivaient de la violence conjugale, et les féminicides ont augmenté aussi. Il faut tenir compte aussi que ces statistiques-là ne tiennent pas compte des femmes ou des victimes qui se sont enlevées la vie elles-mêmes à cause de ces violences. On voyait tantôt dans des statistiques qu'il y a une femme, en sachant que son conjoint violent sortait de prison et qui avait dit que quand il sortirait, il allait la tuer, elle a décidé de s'enlever la vie parce qu'elle voulait décider elle-même comment et quand elle allait mourir. Donc, il y a des femmes aussi qui sont découragées, qui vont en passer à les pensées suicidaires, mais ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques qu'on a. C'est une question super difficile, mais je me la suis fait poser énormément aussi. Là. Pourquoi tu restais? Je me l'ai fait poser souvent par ma famille, après mes grands-parents. Je comprends pas tout, puis que je me fâche quasiment après eux. Tu sais, ça crée plein de tensions. Là. Je leur dis, c'est comme un monde que tu sais plus comment faire pour sortir. Tu sais plus, t'es pris par la menace que je verrai plus mes enfants jamais. Contactez Simon Lapierre, chercheur et expert en aliénation parentale. J'avais besoin de comprendre en profondeur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Québec. Est-ce que l'aliénation parentale, c'est une forme de violence conjugale? Effectivement, les stratégies utilisées par les hommes agresseurs à l'endroit de leur conjointe ou leur ex-conjointe incluent le fait de miner volontairement la relation mère-enfant
et tenter d'éloigner le plus possible ou de nuire le plus possible à cette relation-là. Et souvent aussi, ces hommes-là vont instrumentaliser les enfants pour passer des messages à la mère ou pour nuire à leur ex-conjointe et tout ça. Alors, il faut faire attention parce que ce qu'on constate sur le terrain, c'est que souvent, dans ce contexte-là, l'aliénation parentale n'est pas... c'est pas l'agresseur qui se retrouve accusé d'aliénation parentale, mais c'est plutôt la victime. Pourquoi ils ont de la difficulté à reconnaître ça? Ce qui est assez clair, c'est que même si les différents professionnels au niveau du droit de la famille et de la protection de la jeunesse reçoivent une certaine formation en matière de violence conjugale, ça semble assez clair que ce n'est pas assez. Il y a aussi encore cette croyance-là assez répandue chez les professionnels comme dans la société en général que à partir du moment où les parents sont séparés ou le couple n'est plus ensemble, on ne devrait plus parler, de violence conjugale. Elle est pire, oui, souvent. Et toutes les recherches nous le démontrent. Les recherches sont très, très claires que la séparation, même si effectivement c'est généralement une étape ou un pas dans la bonne direction lorsque les femmes décident de quitter leur conjoint, la séparation ne garantit pas l'arrêt de la violence. Avec des enfants, c'est pas fini, c'est à vie. Les enfants vont vieillir, ça va être d'autres étapes à chaque fois. Parce que ça lâche jamais. Lui, il lâche jamais le morceau. Donc, on en avait parlé un peu au début quand je vous ai mentionné les types de violences. La violence post-séparation dont M. Lapierre vient de parler. Alors, c'est une escalade de stratégies de manipulation pour essayer de regagner. C'est-à-dire qu'il va commencer par dire « il faut que tu reviennes, tu ne peux pas briser la famille ». Il va y avoir beaucoup de stratégies pour que la victime revienne vers son agresseur. Il va y avoir du harcèlement qui va être fait, de la surveillance, suivre où elle est rendue, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est. Elle va se sentir épiée tout le temps. La violence économique, ça veut dire d'essayer de l'appauvrir. Ça se peut qu'il décide de ne plus travailler pour pas payer de pension alimentaire, faire durer les procédures judiciaires, comme je vous disais tantôt, pour épuiser psychologiquement et financièrement la victime et contrôler via le rôle parental. Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas avoir l'enfant en fin de semaine, faire plein de manipulations via les enfants. Et il y a l'escalade de la violence physique qui peut arriver, comme on disait, ça peut être à ce moment-là que les féminicides vont arriver. Et les gens, la plupart du temps, vont penser que quand l'agresseur arrive au féminicide, c'est une perte de contrôle. Mais ce n'est pas une perte de contrôle, c'est la prise de contrôle ultime. Quand la personne qui a contrôlé pendant X temps veut sortir de son emprise, la seule stratégie qui lui reste, c'est d'avoir le contrôle sur la vie de sa victime. Alors, il se donne le droit de vie ou de mort sur cette personne-là. C'est la dernière chose qu'il peut contrôler, parce qu'elle ne veut plus se laisser contrôler, c'est d'atteindre à sa vie, ou il y en a qui vont se suicider, mais pour que ça reste toujours dans la tête de leur victime, cette empreinte-là, que cet agresseur-là s'est suicidé, mais par rapport à la relation que vous avez eue ensemble et tout ça. Donc, c'est deux stratégies qui ne sont pas, qui semblent des pertes de contrôle, mais que c'est la prise de contrôle ultime qui arrive à ce moment-là. Oh, you told it. Femmes se sont réunies le 20 janvier 2019. Elles ont mis la partisanerie de côté pour s'attaquer à un important problème de société, la violence conjugale, la violence amoureuse. Sonia Lebel, vous êtes ministre de la Justice et ministre responsable de la Condition féminine. Lundi dernier, vous avez invité vos collègues Véronique Yvon du PQ, Hélène David du Parti libéral et Christelle Labrie de Québec solidaire à une rencontre pour améliorer l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et conjugales. Bravo pour cette initiative. Avance la Bonjour. Allô. Bonjour. Une petite balade de semaine. Merci. Elles ont toutes accepté de me parler, mais leur agenda étant fort chargé, nous avons planifié 2 moments distincts. Sujet important.
tellement. Oui, vous asseoir. On va appeler Christine David. Oui, Tu fais partie de ce comité-là. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, vous avez décidé de faire partie de ce comité-là, de vous réunir les 4 femmes ensemble pour changer quoi exactement? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, très sincèrement, je trouve que le système de justice est assez opaque et mystérieux. Il y a un travail à faire pour rendre ce système-là plus humain. Christine a raison de changer non seulement l'opacité, mais non seulement la réputation très négative du système de justice. Il n'y a pas une femme qui a le goût vraiment de s'embarquer là-dedans. Donc, c'est pas juste la réputation, il faut changer le système en soi, le système lui-même. Et le système lui-même, ça veut dire de mettre tous les acteurs et actrices qui contribuent à ce système pour les mettre ensemble pour que tous les acteurs se parlent entre eux. C'est quoi votre vision, madame? Moi, en fait, je dirais que c'est une justice qui est adaptée. Savoir des gens, à partir du début du processus, policiers, intervenants, ensuite procureurs de la cour, accompagnateurs, personnel de cour, juges, tous les gens qui sont spécialisés, qui sont formés, qui connaissent l'impact de ces traumatismes-là et qui réfléchissent pas comme si c'était un vol à l'étalage, qui réfléchissent d'une autre manière, de la perspective, c'est normal qu'elle en perde des goûts quand elle va témoigner. C'est normal qu'elle se rappelle plus de certaines choses parce que ça fait partie du traumatisme. Tu as bien fait de le mentionner, ce système de justice un peu plus large, mais avec l'accompagnement aussi, pas juste la judiciarisation, qui peut être une montagne pour quelqu'un, puis qui peut faire qu'on échappe déjà à qui on ne pourra pas donner d'aide. Une des grosses failles, c'est quand il n'y a pas de bleu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que ça fait partie un peu de la prise de conscience que le système ou les acteurs du système doivent prendre. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation des acteurs, la formation, c'est-à-dire d'avoir des gens qui évoluent à l'intérieur de ces paramètres-là avec la compréhension de ces enjeux-là. Parce que pourquoi la victime, la personne, retourne, pourquoi elle reste après avoir été frappée ou non, après être contrôlée psychologiquement, après être menacée? Et souvent, le réflexe d'une personne qui ne comprend pas bien c'est quoi tout cet enjeu de contrôle-là psychologique, c'est de dire, ben voyons donc, hey, moi, si ça m'arrivait, je prendrais mes clics, mes claques, je partirais. Il faut comprendre ça. Pourquoi? Et là, souvent, on dit, ben si elle est restée, c'est parce que c'est pas arrivé, ou donc elle n'a pas de bleu, on ne peut pas le prouver. Ça, pour moi, ça fait partie des mythes qu'il faut déconstruire. Donc, on peut être fiers parce que Sonia Lebel, elle est chez nous, de notre côté à nous, d'avoir réussi à mobiliser ces femmes-là de partis différents, c'est de toute beauté. Et ensemble, ça a été 2 comités différents parce qu'on sait en politique qu'ensuite, il y a des élections, certaines n'ont pas été réélues, d'autres ont décidé de ne plus continuer. Mais il y a eu un autre par la suite qui a pris la charge, le mandat, en fait, c'est ça que je cherchais. C'est 190 recommandations qui ont été écrites, qui ont été discutées, et là-dessus, déjà, ça c'était en 2019, et maintenant en 2023, on est à 120 déjà qui ont été prises en charge. Donc, il y en a déjà 120 qui ont commencé à être travaillées, certaines qui sont rendues beaucoup plus loin que d'autres. Donc, on est vraiment content qu'ils se soient engagés. J'ai envie de faire une petite parenthèse, ça me dérangeait tantôt quand Anne vous parlait, quand on parle d'aliénation parentale, quand on entendait Mme Yvon dire que la femme, des fois, elle est confuse, rendue, elle ne se souvient plus exactement, bien, ça fait en sorte que quand l'homme dit, ben excusez mon terme, mais c'est ça qu'ils disent, c'est une crise de folle, puis elle ne sait pas ce qu'elle veut, puis elle ne sait pas ce qu'elle dit. Bien, quand elle arrive en cours, qu'elle est stressée, qu'elle pleure, qu'elle est comme déconstruite, quand elle arrive là, bien, elle n'est pas prise au sérieux. Donc, quand elle va parler d'aliénation parentale, ils vont dire, bien, c'est toi qui en fais, c'est toi qui ne veux pas que tes enfants voient le mari. Donc, c'est là où il y a longtemps eu des quiproquos assez intenses avec la DPJ versus les maisons d'hébergement comme nous, parce que nous, on est là pour protéger la femme, eux sont là pour protéger l'enfant. Donc, il y a certaines actions qui étaient difficiles. Grâce à tout ce qui est fait maintenant,
heureusement, on est capable de mieux se parler, de mieux se comprendre. On a pris le temps de s'asseoir, les dirigeants un petit peu plus haut, puis là, ça s'est descendu vers nous pour qu'on comprenne chacun nos missions, qu'on soit capable de faire un pas chacun de notre côté pour comprendre la situation. Et à travers tout ça, il y a un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale qui a été créé. C'est maintenant en cours. On est vraiment contents. Il y a des équipes de procureurs spécialisés aussi, donc la formation qui leur est offerte pour mieux comprendre les situations. Puis, il y a aussi le déploiement du bracelet anti-rapprochement qui est commencé l'année passée en test un petit peu partout dans 3 régions. Puis là, finalement, ça commence à être partout. Donc, c'est sûr que ce n'est pas parfait. Oui? En fait, on parle de bracelet, mais finalement, c'est quelque chose qui est à la cheville. Mais c'est pas, ça n'a pas rapport avec les gens qui font des infractions criminelles et qui ont un bracelet pour qui n'ont pas le droit de s'éloigner. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Peux-tu continuer? Oui. Le bracelet anti-rapprochement, il faut que ce soit demandé par la Cour ou les policiers dans un contexte de violence conjugale. Donc, il faut déjà qu'on soit rendu dans un contexte judiciaire avec ça. C'est une application que l'agresseur doit porter, ce bracelet-là. Et la victime, elle a un téléphone spécial qui est relié à ce bracelet pour savoir si l'agresseur se rapproche d'elle. Elle va avoir une alarme sur son téléphone. La centrale qui prend en charge tous ces bracelets-là voit aussi que l'agresseur se rapproche de sa victime. Donc, elle, si elle voit qu'il est proche, elle peut s'éloigner. Puis si elle voit qu'il continue d'être proche d'elle, ça veut dire qu'il la suit, qu'il l'a repérée et qu'il va contrevenir au fait qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec elle ou pas de se retrouver à plus que telle distance de sa victime. À ce moment-là, on pourra appeler les policiers ou se rendre dans un lieu où elle va se sentir en sécurité. Donc, c'est un nouvel outil qui est très récent. Là. Il y a un déploiement qui est comme des essais, mais de plus en plus, il est partout. Là. Il commence à être partout. Il y a quelque chose qui a été là. Il y a aussi la police qui va appeler la personne, l'agresseur, pour dire « Hey, tasse-toi parce que tu es trop proche d'elle. » Donc, si lui ne bouge pas ou s'il continue de s'avancer, bien, il y a des policiers qui vont venir arrêter. Ils vont venir l'arrêter là, pour pas qu'il aille plus loin aussi. Donc, ça c'est sûr que ce n'est pas parfait encore. On voit beaucoup de lacunes, mais c'est quand même un geste supplémentaire pour protéger les victimes. Comme c'est tout nouveau, on peut s'attendre à ce qu'il va y avoir des ajustements et de l'amélioration avec ce bracelet-là. J'avais envie de dire aussi, tantôt, on a parlé du tribunal spécialisé. Ce qu'il faut dire, c'est que ça vise à faire une poursuite verticale, qu'on appelle, c'est que ça va toujours être la même équipe qui va prendre en charge ce dossier-là. Ça ne changera pas d'avocat, de procureur, de juge. C'est une poursuite verticale, donc toujours les mêmes intervenants qui sont bien au courant de ce dossier-là. C'est beaucoup plus facile pour la victime. Maintenant, il y a aussi dans ces tribunaux spécialisés que la victime n'est pas obligée de faire face à son agresseur. Ce qui se faisait avant, quand elle allait témoigner, tu étais face à ton agresseur et qui te regardait et que tu devais dire les choses qui s'étaient passées face à lui. C'est difficile aussi. Maintenant, c'est quelque chose avec le tribunal spécialisé. Il n'est pas obligé de voir son agresseur non plus, pas obligé de rentrer par la même porte, d'être à côté de lui pour se rendre à la salle. C'est toutes des choses qui sont mises en œuvre pour aider justement dans ce processus-là, que ça ne soit pas encore un autre traumatisme pour la femme. Et je voulais rajouter la victime aussi, peut être en visioconférence aussi. Là. Fait comme ça l'évite, elle, d'être proche. Puis avant aussi qu'il y ait des tribunaux spécialisés, c'est que le tribunal de la famille qui va juger justement pour la violence conjugale et le tribunal, non, c'est le contraire, excusez-moi, le tribunal de la famille avec la garde des enfants et tout ça, et le tribunal civil qui va être celui qui va être impliqué dans les jugements pour les violences conjugales, ne se parlaient pas. Donc, quand on arrivait du côté du tribunal de la famille, la mentalité était que c'est pas parce que c'est un mauvais conjoint que c'est un mauvais parent. Il y en a même qui n'ont pas du tout d'informations sur la violence qui disaient même s'il a battu la mère à mort devant ses enfants, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais père. Ça va jusque-là. Donc, c'est pour ça que maintenant, avec le tribunal spécialisé, c'est des choses qui seront, on espère, qui ne se reproduiront plus. Oui, puis il y a aussi la violence psychologique qui commence à être reconnue aussi par rapport à ce que vivent les... Puis aussi, on reconnaît que les enfants ne sont pas nécessairement que témoins d'actes, mais ils sont aussi victimes indirectes de cette violence-là parce que nécessairement, si tu vois ta mère se faire battre, si tu entends des cris hauteurs, tu deviens une victime collatérale. Là. Donc ça, c'est avec ces tribunaux-là, c'est
commence à être de plus en plus reconnu. Je dis ça commence parce que le temps à ce que les avocats, les procureurs, tout ça, les juges aient les formations, ça prend un certain temps, mais heureusement, le travail en amont qui est fait, là, c'est beaucoup plus facilitant pour nos victimes maintenant. Et il ne faut pas oublier que tout ce qui est question de loi, c'est au niveau fédéral que le Code civil peut être changé. Donc, jusqu'à maintenant, les seules choses qui sont acceptées en cours, c'est des actes qui sont vraiment considérés comme des actes criminels. Menaces de mort, séquestration, coups et blessures, des choses comme ça. Ce n'est pas encore reconnu tous les autres types de violences. Il y a des pays qui ont commencé à le mettre, en Grande-Bretagne, et je pense qu'il y en a un ou deux autres, où la violence psychologique est reconnue. On espère que ça va venir ici, mais ça, il faut voir que pour changer les lois, le Code civil, c'est quelque chose qui va être à long terme. Mais déjà, ils sont plus conscients de cette dynamique-là, puis de cette partie de la violence amoureuse qui est moins visible. Qu'est-ce qui devrait changer dans notre système actuel? Comme société, je pense que c'est clair. Il n'y a personne qui vivre la violence. Hein? On le dit, on la dénonce, la violence conjugale, c'est pas correct. Mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, la première chose, c'est ça, montrer des images de ça, une série télévisée, hein, par exemple, ça va faire beaucoup de bien, parce que ça va montrer justement comment ça s'installe, les subtilités de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, mais il reste que si l'ensemble des intervenants dans le système de justice, les avocats, les juges, les experts psychosociaux, ne sont pas mieux formés à la question de la violence conjugale, ben on risque peut-être d'améliorer un peu les choses, mais ce ne sera pas suffisant. Ça prend des acteurs juridiques, les policiers, les procureurs, beaucoup mieux formés en violence conjugale. Ouais. Si tu avais à changer des choses dans le système de justice, qu'est-ce que tu changerais? Les avocats, ils ne peuvent pas nous défendre parce qu'il n'y a pas de loi ou il n'y a pas de texte qui reconnaît la violence psychologique. J'ai été une fantôme au tribunal parce que ce que j'avais à dire ne rentrait pas dans les cases. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, on reconnaisse que s'il n'y a pas de bleu, même s'il n'y a pas de preuves physiques, c'est de la violence pareille. Tout part de là. Tout part de là. C'est un petit peu décourageant quand on voit qu'il y a encore beaucoup de travail comme ça à faire. Nous, à la Maison Lefort, justement avec le programme Sous tension, on a décidé d'aller de l'avant pour démystifier la violence conjugale, que les gens comprennent mieux les enjeux. Donc, on a produit un balado qui a 6 épisodes. Les 6 épisodes, le premier, c'est quoi la violence? Oser prendre contact avec une personne qui est victime. Écoute sans préjugés. C'est très important. La chose la plus importante que je pourrais vous dire si vous voyez une femme qui est victime, qui se confie à vous, c'est de l'écouter sans la juger et de la croire. Justement, pas dire, ben moi, si c'était moi, je serais partie. Là. C'est plus complexe que ça. Comprendre et soutenir la femme. Le 5e épisode, c'est la reprise du pouvoir, parce que quand elle va avoir fini de traverser tout ça, il faut qu'elle reprenne le pouvoir sur sa vie, le contrôle sur sa vie. Et le 6e, c'est informer et prévenir, ce que nous, on tente de faire vraiment. Donc, dans chaque épisode du balado, il y a une femme qui était victime, qu'on a nommée Marie, pas parce qu'elle ne voulait pas être reconnue, mais pour protéger son entourage, elle ne voulait pas qu'il soit identifié. Donc, c'était vraiment pas parce qu'elle a honte d'être une victime, elle a accepté de témoigner pour faire avancer les choses. Donc, la première partie, c'est elle qui témoigne de ce qu'elle a vécu, comment ça s'est introduit dans sa vie, comment les gens autour agissaient avec elle et tout ça. Et la deuxième partie qu'on a, c'est qu'on a une animatrice qui va parler avec des intervenants de la Maison Lefort pour revenir sur les thèmes que la victime a abordés, pour expliquer mieux le pourquoi et le comment de toutes ces choses-là, pour que les gens puissent aider le plus adéquatement possible une femme de notre entourage qui a envie. Amandine, est-ce que c'est toi qui fais jouer l'extrait, le teaser? Je l'ai? OK. Excusez-moi. Donc, Amour sous tension, un balado de la Maison Lefort. Venir aujourd'hui parler de mon histoire en tant que femme qui a vécu la violence conjugale, pour moi, c'est très important parce que je veux que les femmes puissent se reconnaître. Ne pas avoir honte de ce qu'on vit.
j'avais peur, même s'il était parti, les proches peuvent se sentir impuissants face à la situation de la femme victime. On ne sait pas comment vivre avec la violence vécue par quelqu'un qu'on aime. Ça prend du temps avant de perdre totalement confiance, mais ça prend autant de temps à reprendre cette confiance-là et reprendre du pouvoir sur notre vie. À l'abri de tes orages, je suis libre et pérégrine. C'est important pour nous que le plus de gens possible puissent savoir reconnaître les signes. Mais comment concrètement on peut aider une femme qui vit de la violence conjugale? Le premier appel, souvent, c'est le plus déterminant de toute sa vie parce que la femme, peut-être que c'est la première, seule et unique fois qu'elle s'ouvre. Elle va juste écouter. Vas-y, appelle. Donc, si vous avez envie d'écouter les 6 épisodes, vous allez les retrouver sur le site maisonlefort.ca. En haut, on a un onglet qui s'écrit « Écoutez notre balado ». Vous pouvez l'écouter. Dans votre abribus, juste en face ici, vous avez le code QR que vous pouvez scanner pour avoir accès au balado. Si vous êtes une personne qui a vécu de la violence conjugale ou qui en a eu près d'elle, je vous dirais de l'écouter, pas les 6 épisodes d'un coup, puis peut-être même qu'un épisode, vous devrez le sectionner parce que ça va vous faire revivre des émotions qui peuvent vous déranger. Si vous avez des émotions comme ça, vous pouvez toujours appeler une ressource pour vous aider, vous confier et faire le tri de ce qui se passe en vous remémorant ces épisodes-là. Ça peut être à la Maison Le Phare, ça peut être à SOS Violence Conjugale si vous êtes en dehors. Il y a toujours quelqu'un qui va être à l'écoute pour ça. 24/7 d'ailleurs, là, ces ressources-là. Donc, vous l'écoutez tard le soir, n'hésitez pas. Ou vous l'écoutez dans l'après-midi, puis là, le soir, vous avez de la misère à dormir. N'hésitez pas, vous pouvez appeler ces ressources-là qui vont vous aider à défaire ce qui est là pour vous présentement. Et avec Sous tension, là, ça c'est le balado, mais on a aussi fait une escouade citoyenne. Comme Lynn nous disait tantôt, on a fait une étude sur 3 ans pour voir qu'est-ce que les gens voulaient. Et en général, les gens ont dit qu'ils ne voulaient pas avoir une vedette, porte-parole ou une personne connue. Ils étaient plus portés à vouloir se confier à quelqu'un de leur entourage, quelqu'un en qui ils ont déjà confiance, quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, la première cohorte a été formée. Donc, il y a déjà 8 personnes un peu partout. Est-ce que je peux le dire, Marie-Ève? Dont Marie-Ève, qui fait partie de la première cohorte, qui sont des personnes qui ont reçu une formation pour savoir comment intervenir, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, comment écouter bien, accompagner la femme dans ça. On va faire on va sortir nos talents d'actrice, on va vous faire une démonstration de 3 types d'aide, entre guillemets. Vous allez pouvoir me dire après ce que vous pensez de ces façons d'intervenir auprès d'une victime qui se confie à nous. Alors, excusez si on n'est pas on n'est pas des Oscars, professionnels, puis on aime ça changer selon, avec tourner les options. Donc, des fois, mon mari, c'est François, des fois, c'est Christian. Là, aujourd'hui, c'est Benoît. Donc, je me présente, mon nom est Lynn. Allô? Elle est un peu gênée de parler tantôt. Elle s'appelle Lynn pour vrai, mais là, c'est ça un rôle. Je m'appelle Lynn, j'ai 45 ans, je suis en couple depuis 12 ans avec Benoît. Donc, on a 2 enfants, 10 ans et 7 ans. Mon conjoint, c'est vraiment une belle personne, on s'aime vraiment beaucoup, puis il est tellement charismatique, généreux, il est toujours prêt pour aider les autres. Il est vraiment apprécié par ses pairs. C'est un comptable, là, mais je vous le dis, c'est pas un comptable au bas brun, là, pas pantoute. Puis, j'ai repris le travail. En fait, je suis secrétaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, je faisais des études avant loisirs, culture, tourisme. J'ai dû laisser tomber mes études parce que j'ai eu mes enfants. Fait que c'était quand même l'idée plus de Benoît d'avoir une famille. Il faut que je vous dise. Là. Au début, je n'étais pas certaine, mais bon. Là, c'est ça. Là. Hier, il s'est fâché. Parce que Marc-André, il m'a demandé, directeur de programme ici en récréo, parce que je suis sa secrétaire, il m'a dit « Hey, tu peux-tu rester un peu plus longtemps? On a un dossier à finir, un échéancier, là, je suis pas sûre. Je vais rester avant ton aide. » Fait que ça m'a tenté, je suis restée, on a jasé un petit peu. Là, quand je suis arrivée, Benoît n'était pas content parce que le souper n'était pas prêt, les enfants n'avaient pas fait leur devoir. Fait que là, il m'accusait de
de préférer le travail plutôt que la famille, les enfants. Puis il y a quelque chose que je comprends pas parce que je paye, je paye la maison, je paye ma partie, je paye aussi toute l'épicerie, je paye les services de garde, tout ce qui concerne les enfants, c'est moi qui paye ça. Ben là, il trouve que je ne paye pas assez, mais là, si je fais des heures supplémentaires, ben là, il est fâché, fait que je sais comme plus trop sur quel pied danser. Fait que depuis un certain temps, ben, il manque de me prendre en photo quand j'arrive au travail pour dire que je suis vraiment là. Si je vais à l'épicerie, il veut savoir à quelle épicerie je suis allée. Fait qu'il faut que je prenne une photo comme ça là, pour savoir que je suis bien chez IGA. Puis ben là, c'est sûr que si je vais chez IGA, il n'aime pas ça parce que ça coûte plus cher là, chez IGA. Fait que là, ben, il me demande d'aller au lycée. Il trouve que j'exagère dans mes dépenses. Là. Ben, c'est vrai là, que je voulais m'acheter un parce que là, ma collègue m'a parlé du défi du parc, puis je voulais le faire en vélo avec elle. Mon vélo est un peu ancien, fait que j'ai eu envie de me gâter un peu puis d'acheter un vélo, mais il n'est pas content parce que, ben c'est vrai, là, un vélo à 1000 $, c'est vrai que c'était nécessairement une bonne dépense. Puis là, quand je me suis inscrite au gym avec ma cousine, ben là, il trouvait que je voulais faire ma show-off là, devant les gars. Finalement, j'ai laissé faire. Des fois, je ne sais plus trop quoi penser. Il s'excuse quand même quand il hausse le ton, quand il est en colère. Puis il est sincère, là. Il fait même des beaux cadeaux. Puis, ben, c'est ça. Il est quand même attentionné. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Tantôt, je vois ma mère. Peut-être je vais parler. Hey, salut ma fille, comment ça va? J'ai assez d'affaires à te raconter. Toi, tu sais pas, c'est le fun qu'on se voit, là. Oui, c'est le fun qu'on se voit. T'as pas l'air sûr. Y quelque chose qui va pas, toi? Non, ça va, ça va. Je te connais, toi. Quand tu fais cette face-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Raconte-moi ça, là. Dis-moi ça. Oh, je sais pas trop par où commencer. Hein. Ben, par le commencement. Oui. Ben, je me questionne sur les attitudes de Benoît. Tu sais, il peut être tellement gentil, puis là, depuis un petit moment, il est intense. Là, je sais plus quoi passer. Ben là, comment ça, là? Qu'est-ce que t'as fait encore, là? Ben, je comprends pas, là. Il me dit que je dois payer plus les dépenses. Ben, si je fais des heures supplémentaires, ben là, il est fâché. Il dit que j'aime mieux la job, que je suis pas de bonne mère parce que je suis pas là pour les devoirs, puis il me demande des photos, là, pour prouver où est-ce que je suis. Voyons donc, là. Tu sais bien que tu es encore en train d'exagérer, là. Tu sais bien qu'il fait ça pour ton bien, là. S'il veut savoir ce que t'es, c'est parce que si t'es mal pris, il va pouvoir t'aider plus vite, là. C'est un bon gars, tu le sais, là. Tu le sais bien. Et en même temps, en fin de semaine, là, il est venu aider ton père et moi à ramasser les feuilles, là. C'est tellement un bon gars. Tu peux pas dire qu'il est pas correct, là. Voyons donc, là. Puis c'est normal qu'il soit pas patient. Il est fatigué, il a une grosse job, lui, c'est intense, là. Toi, t'es juste une job de secrétaire, tu peux pas comprendre ça, là. Tu penses que je m'en fais pour rien? Oui, j'imagine que ça doit être une mauvaise passe. Peut-être que pour moi aussi, là, je dois être sur le bord d'être menstruée. Là, ça doit être pour ça. Fait que ça doit jouer sur ma fatigue puis ma compréhension. Je pense que je vais arrêter de faire des heures supplémentaires. Ben oui, c'est sûr, arrête ça. Occupe-toi de ton mari, là, tu vois bien qu'il a besoin, là. Fait que lâche ça, les heures supplémentaires, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants. Ah ouais, moi, je vais te changer d'idée à la place. On va parler, hey, sais-tu quoi, j'ai enfin réservé une croisière avec ton père, on va partir. C'est ça, c'est le fun, ça. Ah oui, c'est le fun, c'est le fun. Qu'est-ce que vous en pensez de ma mère? Est-ce qu'elle a une bonne écoute, là? Est-ce que j'ai une bonne écoute? Des réactions, là, j'ai adoré. J'essayais de regarder en coin pour continuer. Bon. J'ai certaines réactions ici. Là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous voulez en parler? Qu'est-ce que ça vous a fait vivre, en fait?
C'est pour ça. Ce qu'on a voulu démontrer aussi en disant que la mère disait qu'il était tellement un bon garçon, Benoît, c'est que souvent en public, les agresseurs vont être très gentils. C'est quand la porte se ferme que l'autre personnalité arrive et que les gens sont... C'est pour ça souvent on a de la misère à croire la femme. Parce que moi, je vois toujours un gars super smart, super de bonne humeur, qui aide tout le monde, qui est toujours là. Mais c'est autre chose quand la porte se referme. Comment vous avez trouvé ma mère dans l'accueil de ce que je lui disais? Pensez-vous que j'aurais envie de... En tant qu'ex-victime, je peux vous dire que oui, une mère peut réagir comme ça. Je peux vous dire qu'elle s'est gâtée quand on a fait le dialogue. Mais malheureusement, trop de femmes qui viennent nous voir au phare ont un retour comme ça de la part des parents, que ce soit la mère, la sœur, des amis. Là. Oui, on est vraiment allé sur la mère, mais comme on dit, ça peut être aussi une sœur qui va répondre à l'autre. Ça a pas, ils peuvent être à la même génération. Oui, oui. Oui. Tout à fait. On va vous faire une autre version. Là, on est collègues cette fois-ci. Hey, Ben, tu viens-tu au 5 à 7 à soir? Ah, non, je pourrais pas y aller. Ben voyons, là, trouve-toi une gardienne, là. Ah, ben ça passera pas ce soir. Benoît, il m'a bien averti que je devais être là pour les enfants. Il n'aime pas ça les faire garder trop souvent, puis là, il n'a pas confiance non plus. Ben là, comment? Ça fait 4 fois que tu viens pas, là. Ça peut pas être si pire que ça, là. C'est pas si cher, une gardienne. Ah ouais, comment? Viens. Oui. Attends un petit peu. Mais non, ça commence ça arrête pas de biper à tous les 5 minutes, là, même pas aux 15 secondes. Ah, c'est Benoît, là. Il texte, là. Il a besoin de réconfort. Mais, feu-tu pris chez vous? Ah, ben non, il faut juste que je réponde. Attends un petit peu, là. Ben oui, non, il est bien intense. Tu sais pas que tu étais à job, là, que tu étais en train de travailler? Oui, mais tu sais, là, travailles-tu pour la police, lui? Là, il est stressé, là. Non, il est juste stressé, là, à la job, là. Il devient insécure, puis il a besoin de moi, puis de savoir que je suis là pour lui. Ben, ça, il fait du bien, là. Allô? Tu te rends pas compte, là, qu'il fait juste te contrôler, ce gars-là, là? Non, il me contrôle. Hey, laisse-le, viens chez nous, là, ça presse, là. Il est au CA à soir, tu me l'as dit, là, il sera pas chez vous, là, on s'en va faire tes valises, tu t'en viens, on sort de là. Ben voyons, là, t'es un peu intense, là. T'as un 4,5, l'école des enfants est à du monde, puis l'école des enfants est de l'autre côté. Comment qu'on va faire pour y arriver? Oui, OK, t'as raison, mais là, ça presse, là. Ça presse, là, chez nous, ça fonctionne pas, mais on va trouver une autre place. OK, j'ai un numéro de téléphone, moi, je vais l'appeler tout de suite, là. On va appeler une ressource pour toi, là, faut que tu t'en ailles. OK, non, là, laisse faire, là. C'est juste des textos, là, c'est correct. Ça presse pas, là, j'aurais pas dû t'en parler, là. Puis, on l'a vu, ma collègue. C'est pas fine, hein? Je vois des points d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous semblez bouche bée. La seule chose dans ça, c'est que l'intention, même si elle est meilleure, fait en sorte que la victime va se braquer. Elle n'osera plus nécessairement aller lui en parler parce qu'elle est bien trop rapide. Puis là, ça a été bien, là, elle a été soft, mais s'il avait fallu qu'elle dise, voilà, excusez les gros mots encore une fois, mais
ah, c'est un petit chien sale, il devrait pas te dire ça, il devrait pas faire ça. Puis là, quand on se met à dénigrer la personne, quand on est dans la phase que je vous disais tantôt de la roue, là, c'est l'explosion, mais là, la femme, elle va être portée à vouloir partir et tout ça. Par contre, 2-3 jours plus tard, quand la poussière va être tombée, quand la justification va avoir passé, la lutte de miel va être là, elle va repenser à son ami qui a dit que c'était un chien sale, que Donc, la prochaine fois, je n'irai pas vers elle. Mais pas parce que je n'aimerais pas mon ami, pas parce que je n'aimerais pas ma collègue, mais parce que je vais avoir honte d'y avoir retourné. Donc, j'oserais pas aller la voir. Donc, c'est souvent aussi la première fois que la personne va faire un lien. Après ça, ça va être coupé. Après, si le lien de confiance est perdu, elle n'osera plus faire de gestes. Et la numéro 3. Donc, c'est ma cousine, toi. Hey, allô, Lynn, je suis contente que tu aies accepté de venir prendre un café avec moi. Hey, je suis contente de te voir. C'est rare que tu m'appelles pour prendre un café. Tu t'es-tu fait un amoureux? Ben non. En fait, c'est plutôt de toi que j'avais envie de parler, Lynn, parce que je m'inquiète pour toi. Je vais bien. Moi, je trouve que tu as changé dernièrement, puis je voulais savoir si tu allais vraiment bien. C'est vrai que je suis un petit peu plus fatiguée cette fois-ci. Mais il me semble que tu n'es plus comme avant. Tu as l'air plus stressée. Tu as arrêté de te maquiller. Avant, tu étais tout le temps la première à vouloir venir d'un party de famille. Puis là, on ne te voit plus. Je te reconnais plus. Avant, elle me fait du bien. Je pense que je vais oser t'en parler. Je ne sais plus trop quoi penser de ma relation avec Benoît. Il n'arrête pas de texter au travail, là, puis là, ma collègue, là, elle capote. Puis, il sait pourtant là, que je ne peux pas toujours lui répondre, mais en même temps, ça lui fait du bien quand je réponds. Puis là, si mon délai est trop long, il change. Je veux lui faire du bien, mais là, j'ai comme pas nécessairement le goût de l'autre côté. Mais il a même commencé à me demander de prendre des photos quand j'arrive au travail pour prouver que je suis vraiment là. Il trouve que je dépense trop, mais pourtant, je trouve que je fais ma part. Puis des fois, je me questionne. Je devrais-tu le quitter? Mais si je le quitte... Mais toi, Lynn, là, comment tu te sens dans cette situation-là? Je suis mêlée. Je trouve que c'est injuste. Justement, là, quand on parle de dépenses, j'en paye déjà beaucoup, je trouve. Puis la maison, elle n'est même pas à mon nom, c'est juste à son nom. Là, avant, ça ne me dérangeait pas, mais depuis qu'il est plus intense, je trouve ça lourd. Il dit que je suis pas de manière. En plus, là, que... Je sais plus, là. Je l'aime. Ma mère dit que je m'en fais trop, puis qu'elle est donc bien fin. Puis les enfants là-dedans, hein, si je pense à me séparer, je sais pas. Tu sais, Lynn, je ne suis pas une experte là-dedans, mais je pense que tu devrais prendre des informations au sujet de ta relation. Tu connais-tu des ressources en violence conjugale? Non, je n'en connais pas. Il faudrait que tu prennes le temps de voir clair avant de prendre une décision. Tu sais, je suis là, je peux t'accompagner si tu veux. Est-ce que tu es inquiète en ce moment pour ta sécurité ou celle de tes enfants? Ah non, il ne fera pas de mal, c'est sûr, là. Et par contre, l'autre fois, là, c'est la première fois qu'il a commencé à crier après les enfants. Il n'avait jamais fait ça avant. Il a même pris le bras de Nicolas, puis il l'a serré fort. Tu penses que ça pourrait être de la violence conjugale? J'ai jamais vu ça comme ça. Mais tu sais, si tu as besoin, Lynn, là, je peux te prêter mon ordinateur pour faire des recherches. Comme ça, il ne verra pas qu'est-ce que tu as fait, ça ne laissera pas de traces. Je peux t'accompagner à ton rythme, selon tes besoins, selon ce que tu veux faire. Je peux te prêter mon téléphone aussi, il ne verra pas où t'as appelé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est la première fois que quelqu'un me fait réfléchir comme ça. Ça me fait du bien que tu prennes le temps de m'écouter, puis que tu sois pas au-delà, là, quand j'en ai parlé avec ma mère. Je me sens plus légère, mais en même temps, je sais pas encore. Je vais y penser, puis est-ce que je peux te revenir? Bien sûr, Lynn, c'est bien beau. Moi, je vais être là quand tu vas avoir besoin. Puis quand tu vas être prête, je vais t'accompagner dans ça si tu as besoin. Il n'y a pas de problème. Merci, ma cousine. Ça me fait plaisir, ma belle.
On dirait qu'il y a un soulagement. Ben oui, je suis capable d'être fine. En fait, je trouve ça drôle parce que comment je vous vois, la réaction que je vous vois, on l'a vécu quand on était ensemble au bureau en train d'écrire comment on pourrait tourner les phrases, qu'est-ce qu'on pourrait dire. La première fois, là, on est chanceuse au bureau parce qu'on a un petit local juste pour nous, puis on a des bonbons à profusion. Là. Donc là, on n'était même pas rendu au tiers que je fais « OK, là, je vais aller me chercher des bonbons. » On sentait là, l'émotion qui était perceptible. Puis ma mère, j'avais un peu envie, malheureusement, d'être violente, moi aussi. Puis après ça, la deuxième, beaucoup intense, on était comme tous les deux. Puis après ça, bien, ma cousine Chantal qui est arrivée, bien là, on dirait que ça a fait effectivement ça, puis je vous l'ai senti comme déposer et descendre. C'est exactement ça qui se passe pour nos femmes. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher, c'est ça qu'on a besoin pour qu'elles se sentent écoutées. Souvent, le sentiment d'impuissance, on a fait des choses un petit peu comme ça au recrutement des femmes de carrière, puis elle a fait « Oh, ben moi, j'aurais été l'amie trop intense parce que je voudrais pas retourner, c'est ça le bout important, je voudrais pas retourner chez nous avec le sentiment d'impuissance qui m'habite puis de savoir qu'elle est retournée là-bas. » Bien, ça, c'est le pire sentiment, je pense. Parce qu'il faut savoir que selon les statistiques, une victime va se reprendre entre 6 et 7 fois pour quitter pour de bon. Ça se peut que ça fasse 6 fois qu'elle quitte et qu'elle revient. Ça peut être décourageant pour la personne qui accompagne. C'est là que je vais vous donner la notion de rupture évolutive. Ça fait partie du processus. C'est pas un échec. Elle a cheminé, elle a compris des choses la première fois qu'elle est partie. Elle vient voir si le conjoint il a compris quelque chose, s'il va revenir, le bon gars de qui est tombée amoureuse au début. Des fois, elle vient souvent pour voir si c'est valide ou pas valide, mais à chaque fois, elle gagne de la confiance en elle. Donc, ce n'est pas un échec. Il faut que si vous accompagnez une victime, vous soyez conscient que ça se peut qu'elle retourne, mais ce n'est pas le temps de lui tourner le dos. Elle va avoir encore besoin de vous. C'est sûr que c'est difficile à contrôler nos émotions face à ça, mais il faut savoir que ce n'est pas un échec, c'est un processus qui se passe. C'est important de respecter son rythme à elle. N'oubliez pas qu'elle a été contrôlée. Maintenant, on lui redonne son contrôle sur sa vie. C'est elle qui sait qu'est-ce qu'elle est capable d'absorber, qu'est-ce qu'elle est capable de prendre comme information, comment elle va l'intégrer, tout ça. Il n'y a que elle. Nous, au Phare, on dit que la femme est la seule spécialiste de sa vie. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, moi, si j'étais à sa place, mais tu n'es pas à sa place, tu n'as pas son même vécu, tu n'as pas la même famille, tu ne viens pas du même milieu de travail, tu n'as pas la même éducation. Tout est différent. Si vous étiez à sa place, vous feriez exactement pareil parce que vous seriez tous les mêmes paramètres que cette personne-là. Donc, il faut vraiment respecter le rythme, la croire, respecter son rythme. C'est les deux choses primordiales, je dirais. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans ça, il y a l'escouade citoyenne. Il va y avoir une autre formation qui va débuter en janvier pour former d'autres gens qui vont pouvoir aider d'autres victimes. On va mettre le petit message, une grille là-dessus. Puis après, on va vous revenir avec d'autres choses. Seule, j'ai pu combattre mon monstre. Mais ensemble, on peut braver une armée. Alors, c'est un beau message qu'elle laisse. Seule, elle a été capable de s'en sortir. Mais imaginez, si on est plusieurs à les aider, combien de monstres on va pouvoir abattre et aider les femmes à sortir le plus rapidement possible des relations toxiques, des victimes, pour qu'elles conservent le moins de séquelles possible. On dirait que je suis restée accrochée sur le mot abattre. En fait, le terme, c'est plus les arrêter avant qu'il soit trop tard, diminuer aussi les impacts par rapport à tout ça. On parle aussi de la violence, mais on voit aussi que les enfants, dans ça, ils ont deux choix. Soit ils vont aller vers la mère, puis devenir des êtres immensément sensibles, attentionnés, qui vont être des perles et des soies avec les femmes, ou soit ils vont aller du côté de l'agresseur, qui vont devenir forts et qui ne voudront pas subir ce qu'ils ont subi, donc ils vont faire subir. Donc ça aussi, c'est important d'arrêter le plus vite possible dans la roue de tout ça. Autre chose que j'ai envie de mentionner, puis, parce qu'en fait, là, je vous l'ai dit tantôt, hein, je pourrais vous parler pendant longtemps, il y a tellement de pop qui vient puis qu'on a envie de
nommer, mais autre chose, si vous êtes au restaurant avec un couple d'amis ou à la maison avec un couple d'amis, puis vous entendez votre ami dire quelque chose de très et pas, si vous vous interrompez pas, c'est pas nécessairement de confronter l'agresseur devant la personne victime parce que là, elle risque de vivre des conséquences. Si vous ne vous prononcez pas pour faire changer la discussion, pour dire que vous n'avez pas le ton, ou bien ça, pour la victime, elle va sentir que vous entérinez qu'est-ce qui vient de se passer. C'est comme si c'est correct de vivre ça. Donc, on la laisse encore en plus grande détresse. Aujourd'hui, on vous a parlé selon le titre de Ingrid Falaise, des monstres. Mais cette année, pour les 2 jours d'action à la Maison Le Phare, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en lumière les bons gars. Parce qu'il y en a. Dans les nouvelles et tout ça, on entend parler seulement que des agresseurs. Il y a des bons pedouins. Donc, on a fait comme thème, on voulait que ce soit 12 hommes d'influence pour les 12 jours. On a tellement eu une belle réponse qu'on a 17 hommes qui ont accepté d'écrire des textes, de se prononcer contre la violence faite aux femmes, de différentes formes de violence. Si vous allez sur notre page Facebook, il y en a 1 ou 2 de publiés à chaque jour, des très beaux textes. Et pour clôturer, le 6 décembre, on fait une activité au Café Cognac de 11h à 14h. C'est ouvert à tout le monde, c'est entrée libre. Il va y avoir de nos hommes d'influence qui vont être sur place, avec qui les gens vont pouvoir discuter. Et on va avoir aussi, pour ceux qui le connaissent, le chanteur Stats, qui va venir nous faire un spectacle pendant l'heure du midi au Café Cognac, qui est aussi prêt à s'engager, là, à mettre sa voix au service de la non-violence, je vais dire, la non-violence faite aux femmes. Même avoir la chance de manger avec Stats. Oui. On a Stats avec qui on peut manger, Robin Roy, Patrick Charlebois, Francis Pelletier, François Dubois, Alain Brunel, qui est intervenant à Accor-Mauricie. Je ne sais pas si vous connaissez cette ressource. C'est une ressource pour les hommes qui sont violents ou qui sont victimes de violence. Donc, Alain s'est prononcé pour arrêter la violence, ce qu'il fait dans son travail au quotidien depuis 18 ans, en aidant les hommes à mieux interagir avec leurs compagnes. Et j'ai tous les 7. Pas notre site Internet, mais notre page Facebook, ils sont tous là. J'aimerais un peu clôturer la chose en disant merci, messieurs, d'avoir été présents. C'est rare qu'on a autant d'hommes avec nous quand on a un sujet comme ça. Vous faites partie de la solution pour que cessent les violences faites aux femmes. Et merci de faire partie de nos hommes d'influence. Parce que c'est ça, nous, on s'est dit, c'est beau, à la Maison Le Phare, on aide les femmes à s'en sortir, mais ça serait merveilleux si en amont, il y avait moins d'hommes violents. Parce qu'on a des listes d'attente, hein, malheureusement. Donc, ça fait partie des hommes et les enfants. C'est familial, là, tout le monde est concerné par ça. Comme je vous disais, peu importe votre âge, votre culture, votre religion, votre nationalité, il y en a dans toutes les couches de la société et tout le monde. On ne peut pas aider toutes les femmes, mais chacun de vous peut en aider une à se sortir de cette violence. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions plus personnelles, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir nous voir. On va rester une bonne quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y avait des questions sur le web, par contre? Non. Ceux qui sont hors campus sont silencieux. C'est bon. Alors, merci. On est là si vous voulez parler plus un à un, si vous avez des choses à discuter avec nous. Merci.